L'affaire Kerstin Gürtner, tragédie en haute montagne. Un accident ou une négligence? Ou pire encore? Bonjour, moi c'est Alex. Bienvenue sur ma chaîne Enquête Obscure. Installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, le 18 janvier 2025, dans les Alpes autrichiennes, une ascension prévue comme une aventure en amoureux devient une tragédie. Kerstin Gürtner, 33 ans, originaire de Salzbourg et passionnée de montagne, se lance avec son compagnon, Thomas Plamberger, 39 ans, dans l'ascension hivernale du Großglockner, le plus haut sommet d'Autriche, culminant à 3798 mètres d'altitude. Ce qui aurait dû être une réussite partagée finit, moins de 24 heures plus tard, par la mort de Kerstin, retrouvée gelée à seulement une cinquantaine de mètres du sommet. Mais que s'est-il passé quand on sait que son compagnon, alpiniste chevronné, est lui sain et sauf? Le compagnon, Thomas, est décrit par les autorités comme bien plus expérimenté en haute montagne que Kerstin. Ils auraient planifié l'ascension ensemble, mais les conditions météorologiques en janvier sont parmi les plus rigoureuses. Température plongeant autour de moins 20 degrés Celsius et vent violent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La montagne peut être dangereuse, mais dans ces conditions, ce n'est plus de l'aventure. C'est... je ne sais pas. Kerstin, selon les enquêteurs, portait un équipement inadapté, notamment des bottes souples de type snowboard et un splitboard qui ne correspond pas aux exigences d'une ascension hivernale difficile. Alors j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé des informations sur la voie appelée la voie normale, c'est au départ d'un refuge. Type d'itinéraire, aller-retour. Durée, 2 jours. Configuration, arête. Matériel, glacier, crampons, plus matériel de sécurité sur glacier. Pente, 40 degrés. Donc là, son chéri, déjà, il n'a pas tiqué? Imaginez gravir une montagne avec ce type de bottes? Non, je ne comprends pas déjà à ce stade, soit il la surestimait complètement et sous-estimait la montagne, soit... bon, voilà quoi. Peut-être qu'il y a une autre voie? Si un amateur d'alpinisme peut me renseigner. L'ascension commence tard dans la journée. Deuxième erreur. Déjà moi, je ne pars pas après 15 heures en montagne, sauf si j'ai prévu d'aller voir un coucher de soleil. Mais, effectivement, c'était peut-être ce qui était prévu. Nous n'avons aucune information à ce sujet. Vers 20h50, il se retrouve bloqué à environ 50 mètres du sommet, déjà pris par le froid et l'épuisement. Petite parenthèse. Là, en hiver, le coucher de soleil à cette date était à 16h49. À ce stade, les températures deviennent mortelles et l'hypothermie s'installe rapidement. Kerstin commence à montrer des signes évidents de détresse. Épuisement, désorientation et incapacité à poursuivre. Aux alentours de 22h50, un hélicoptère de la police vole au-dessus d'eux, un moment où n'importe quel alpiniste en difficulté aurait lancé des signaux de détresse. Pourtant, aucune alerte n'est donnée à ce moment-là. Ce n'est qu'aux alentours de minuit 35 que Thomas passe un premier appel, selon sa version, pour demander qu'on envoie un hélicoptère. Il affirme ensuite avoir été informé qu'aucune opération n'était possible du fait des conditions. Selon l'accusation, vers 2 heures du matin, Thomas aurait laissé Kerstin seule, en hypothermie, épuisée et désorientée, à l'endroit où elle avait cessé de progresser, et serait redescendu seul pour chercher de l'aide. Ils avaient tous deux des couvertures thermiques, un sac de bivouac et l'accès à du matériel d'urgence, mais ces protections ne lui ont jamais été appliquées. Des images captées par une trail cam montrent Thomas descendant seul la montagne vers 2h30, tandis que Kerstin restait immobile dans l'obscurité, exposée aux éléments. Ce n'est que le lendemain matin, vers 10h, que les équipes de secours atteignent l'endroit où Kerstin avait été laissée. À ce moment-là, elle est déjà décédée de froid, hypothermie mortelle après des heures dans des conditions extrêmes. Après une enquête de plusieurs mois, le parquet d'Innsbruck a inculpé Thomas pour homicide par négligence grave, arguant qu'il était responsable de la sécurité de Kerstin en tant que partenaire plus expérimenté et organisateur présumé de l'ascension. Eh bien, cela va sans dire. Les procureurs ont relevé jusqu'à 9 erreurs distinctes, y compris le choix d'un équipement inadapté, l'absence d'action pour abriter Kerstin des éléments, les appels retardés au secours, le silence volontaire du téléphone pendant une partie de la nuit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le téléphone de Thomas est resté éteint et il a appelé bien après les premiers signes de faiblesse de Kerstin.
et ensuite a à nouveau éteint son téléphone, d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi l'absence de signaux lorsqu'un hélicoptère passait à proximité. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 3 ans de prison pour négligence. De son côté, Thomas et sa défense évoquent une version différente. Ils auraient décidé ensemble qu'ils descendraient pour chercher de l'aide. Ils n'auraient pas entendu certains appels en raison de conditions techniques ou de la mise en mode silencieux. Ils pensaient que redescendre jusqu'à un refuge était la meilleure option pour organiser une opération de secours. Ce sont ces éléments qui créent l'ambiguïté dans cette affaire, n'est-ce pas ? Pourquoi n'a-t-il pas déclenché l'alerte immédiatement ? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé ni appliqué la couverture de survie disponible ? Pourquoi a-t-il mis son téléphone en mode silencieux alors que chaque seconde comptait ? Était-ce vraiment une décision prise d'un commun accord ou une erreur tragique ? Ou pire encore ? Ces questions alimentent le débat sur l'intention réelle derrière ces actes et restent au cœur du procès qui se déroulera en février 2026. Le tribunal devra déterminer si c'est une série d'erreurs tragiques ou si la responsabilité de la mort de Kerstin repose sur une négligence consciente. Et vous en pensez quoi ?